On célébrait hier la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Elle est peut-être cette journée passée inaperçue et je pourrais dire que c'est à l'image du sujet. Les menstrues, on n'en parle pas toujours, surtout dans une société africaine où la plupart estiment que les menstrues sont un moment d'impureté que traversent les femmes. Du coup, les femmes et surtout les filles, pendant qu'elles traversent ces moments, la façon dont elles les gèrent, cette façon peut porter préjudice à leur santé. Ce n'est pas toujours ce qui doit être. Nous, on en parle aujourd'hui sur TH Matin, ce mercredi 29 mai 2024. Ça va être sur la page invitée. Une des nombreuses rubriques de cette émission, je parlais de 29 mai 2024. Encore 2 jours de sursis pour ce mois de mai. Je suis heureux. Bonjour mesdames, messieurs. Je vous accueille sur TH ce matin avant donc de voir défiler ces différentes rubriques jusqu'à la fin. Et à la fin, on va se laisser parce que comme disait l'autre, tout laisse. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non. Les gens qui font les choses par amour, parce qu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand t'as dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss sans aïe, on la bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Moi qui comptais les milliards, tu étais toujours dans payant. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Nous sommes donc du côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec ce coup de cœur musical que je vous propose. Je ne sais pas, depuis que j'ai commencé TH Matin, je ne suis jamais resté autant à l'extérieur pendant une semaine parce que le lundi, on a commencé par le Gabon avec Patience Tabani. Hier, mardi, nous étions au Cameroun avec Charlotte Dipanda. Ce mercredi, nous sommes en Côte d'Ivoire. Par ce temps, on parle de panafricanisme. C'est peut-être notre manière à nous de dire que nous sommes aussi panafricanistes. Nous restons très attachés à la musique d'où qu'elle vienne, la musique béninoise. Nous sommes plus à fond dedans pour la promouvoir aujourd'hui. Oui, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire avec José qui nous chante Tout laisse. Elle nous laisse d'abord, mais quand tout laisse, tout peut encore revenir. Ça dépend de comment on gère. José va nous revenir tout à l'heure après les unes des journaux. Nous ouvrons, c'est une des journées avec le quotidien du service public La Nation qui nous donne des nouvelles de ces migrants qui sont revenus de la Tunisie. Le gouvernement béninois
qui a proposé donc à ceux qui veulent revenir au bercail de pouvoir revenir en leur facilitant la tâche. Nous pensons à tous ceux-là qui ont péri au large de ces côtes, espérant qu'on prendra les dispositions pour que cela soit évité, qu'on puisse comprendre que immigrer c'est bien, mais quand c'est clandestin, ça a toujours des risques et on peut en mourir, comme ça a été malheureusement le cas pour certains de nos compatriotes. En manchette du journal La Nation, ce mercredi, on lit immigration irrégulière par la Méditerranée, 173 migrants béninois de retour à Cotonou. Matin Libre en parle aussi en bas de une, après le drame de Tunisie, 173 migrants de retour au bercail, lit-on à la une de ce journal, comme à la une du journal Les 4 vérités. Que propose ce journal? Opération de saisie? Non, pas encore. Nous ne sommes pas à ce titre. Nous allons y revenir à la une de Les 4 vérités. On pourra lire aussi après le naufrage au large des côtes tunisiennes. Retour effectif au pays de 173 migrants béninois hier. Nord-Sud quotidien en bas de une. Également, on parle de boissons, mais avant, migrants en Tunisie, 173 béninois rapatriés, nous propose ce journal. À la une du journal Le Coopérant, à présent, on continue de donner des nouvelles de la visite du président de la République au Brésil, Patrice Talon, qui pose à la une du journal Le Coopérant ce matin avec comme titre le président Talon sur ses dernières prouesses diplomatiques. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador. Patrice Talon invité en Corée du Sud les 4 et 5 juillet prochains, informe Le Coopérant. L'événement précis en manchette aujourd'hui. En visite d'État au Brésil, Patrice Talon lance un message à toute l'Afrique. Si nous nous libérons de notre passé, nous allons nous développer, affirme le chef de l'État. Le ministre des Finances, Romuald Wada, y expose le bilan économique et le jeu du Bénin. Nous sommes à présent à la une du journal Les 4 vérités. J'avais déjà anticipé, cette fois-ci nous en parlons. L'opération La Traque qui est lancée après l'arrêté ministériel qui interdit les boissons alcoolisées et conditionnées en sachets plastique. Déjà, quelques nouvelles dans les journaux, Les 4 vérités. Opération de saisie de boissons alcoolisées en sachets plastiques prohibés, une action déterminée. Des équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce informent Les 4 vérités. Nord-Sud quotidien en bas de une. Contre les boissons alcoolisées en sachets, la guerre déclenchée dans la Takora. Il n'y a pas eu que guerre contre les boissons alcoolisées conditionnées en sachet. Il y a la une de Fraternité aujourd'hui. On apprend cette opération de la police républicaine en manchette de Fraternité, le journal de Ménontin. On lit démantèlement de ghettos et vente illégale des intrants agricoles. La police républicaine sévit. Cotonou et Balanville au cœur des opérations. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme aux une des journaux ce mercredi 29 mai 2024. Encore sur ce plateau, c'est Anna Moussou. Bonjour. Bonjour Saturne. Merci de nous rejoindre encore. Il y a une fine pluie ne vous a pas empêché ce matin. Bien dans votre localité, il n'y a pas eu pluie. Non, il n'y a pas eu. Tout à fait, de mon côté en tout cas. Il y en a eu. Nous sommes là en tout cas. Il n'y a pas d'excuses pour les téléspectateurs qui nous attendent. Oui. Vous nous ferez voyager à travers les informations telles que vécues par la rédaction de télévision hémicycle. Vous allez d'abord nous parler de quoi, le premier sujet? Je vais commencer par vous parler d'une audience du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, oui. Pour passer ensuite à la journée nationale de l'arbre. Qui vient le 1er juin prochain, je vois, clin d'œil fait. Et enfin, on ira en France. En France. Donc, on reste au Bénin, à la direction de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Exactement. On parlera de la journée de l'arbre à venir et puis nous irons en France. 3 étapes à suivre dans ce bulletin d'information que nous ouvrons tout de suite.
Merci à tous de nous rejoindre ce matin pour le bulletin d'information. Une délégation des membres du groupe Asana, spécialisé dans le domaine de la santé, a été reçue par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale lundi dernier. Ils sont venus discuter avec lui de plusieurs questions touchant à la santé publique. Suivez le président du groupe à la sortie de l'audience. On a été reçu par le directeur du cabinet pour parler de la question de la santé. Notre groupe travaille depuis longtemps dans la santé des populations, l'amélioration des conditions de santé des populations, et nous travaillons essentiellement avec la Turquie. La Turquie, on a une vingtaine d'hôpitaux partenaires, et aujourd'hui, en suivant l'évolution du contexte en Afrique, nous pensons que la Turquie peut jouer un rôle important dans le domaine de la santé. Il ne s'agit pas de faire forcément des évacuations sanitaires, mais c'est de ramener en fait les soins de qualité vers les populations. Et nous nous activons réellement pour pouvoir gagner ce pari-là. Donc on a présenté ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, parce que c'est la deuxième institution de la République. Nous avons, la première des choses, nous avons rappelé à l'Assemblée nationale que nous travaillerons bien évidemment en complémentarité avec l'hôpital de référence du Calavi, parce que nous travaillons dans la région. On recrute des patients en fait un peu partout dans la région. La deuxième des choses, nous avons proposé au président de l'Assemblée nationale de suivre le dossier, enfin de suivre les honorables en matière de santé, de leur apporter ce qui ne peut pas être réglé sur le plan, de les aider à être évacués pour une prise en charge saine et pour une prise en charge traçable. La troisième des choses, on a proposé à l'Assemblée nationale de nous aider à pouvoir identifier des pathologies qui sévissent dans certaines localités de notre pays pour qu'on puisse étudier la possibilité de réaliser des missions médicales sur place pour soulager en fait les populations. Le directeur de cabinet a été très enthousiaste, il nous a encouragés, il nous a donné aussi des conseils. On a écouté les autres cadres qui ont participé à la réunion. Ils ont tous apporter leur soutien au projet. Ils nous ont dit combien de fois ils sont disponibles pour nous accompagner dans l'intérêt supérieur des populations. Donc oui, nous sortons de cette audience très heureux. À 2 jours de la journée nationale de l'arbre, les esprits sont tournés vers le bilan des actions antérieures en faveur du reboisement. À ce sujet, Saturné Djossou, voulant connaître l'état des lieux des efforts environnementaux dans l'Atakora, a reçu hier sur ce plateau un acteur du domaine. Voici le bilan qu'il fait et les actions urgentes que dresse Gilbert Kouagou. On l'écoute. Constatons, nous enregistrons dans les périodes de saison sèche, une très forte chaleur. Nous enregistrons une très forte chaleur. Nous avons par exemple le niveau des nappes phréatiques naturelles qui baisse de plus en plus. Et même les forages dans les villages et dans les écoles baissent de plus en plus, débitent très faiblement. Alors, dans ces conditions-là, le bilan n'est pas reluisant. Et il faut noter également que nos ressources en eau, quand nous prenons nos rivières, nous assistons avec regret à l'achèvement. Et quand bien même nous parlons de l'achèvement, il faut mettre l'accent sur l'achèvement précoce. Alors, abattre ces arbres anarchiquement sans en planter, c'est vraiment, ce n'est pas reluisant. Le petit coup Plan Bénin s'investit dans la sensibilisation avec les jeunes scolaires pour sensibiliser ces jeunes scolaires à l'éducation environnementale, que nous nommons par exemple l'éducation environnementale inversée. Nous avons compris, nous avons fait le constat et que quand un enfant est bien éduqué sur le plan environnemental, il arrive rapidement à mener son père pour s'intéresser aux questions environnementales. Nous avons eu des enfants que nous avons formés dans les écoles sur les thématiques initiatiques dans la production de plants et consorts. Et ces enfants ont bien parlé à leurs parents et les parents nous ont contactés pour créer des fermes pour eux-mêmes. Ça, il faut dire que ce sont des avancées. Maintenant, nous pouvons par exemple parler de l'employabilité des jeunes par le fait que nous les formons à produire ces plants fruitiers parce que sur le plan économique, ça fait de l'argent. Non seulement ils ont le savoir
ils sont des moteurs, des ambassadeurs de l'environnement pour faire avancer la lutte, mais ils se font de l'argent à côté et là, les choses avancent très très mieux. Nous faisons ce que nous pouvons par les sensibilisations, nous faisons ce que nous pouvons de façon pratique, car dit-on, une fois sans œuvre est une fois morte. Déjà que nous avons reboisé des périmètres donnés avec les enfants, des jeunes scolaires ou non scolaires, avec la population, si nous revenons en tant qu'acteurs du secteur privé pour faire le suivi et l'entretien de ces plans, je pense que ça pourrait mieux prendre que de rester focalisé et être purement théorique. Nous sommes dans l'action. Depuis l'après-midi du lundi 27 mai dernier, les députés français se penchent sur le projet de loi relatif à la fin de vie, un texte très controversé que défend néanmoins le gouvernement de Emmanuel Macron. À l'ouverture de la première séance plénière dédiée à l'examen de ce texte, le rapporteur spécial de ce projet de loi, Didier Martin, a dévoilé les raisons qui sous-tendent cette initiative. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de porter un regard profondément humain sur la fin de vie. Le projet de loi vise à renforcer les soins d'accompagnement des personnes gravement malades tout au long de leur maladie jusqu'à leur dernier jour. Un accompagnement préventif, proactif et global qui offre un soutien continu et adapté dans une approche pluridisciplinaire pour apaiser les douleurs, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales. Ces soins doivent s'adapter au lieu de vie et à l'offre de soins de proximité au plus près du patient. Mais parce que la maladie appartient au malade et à personne d'autre, ces soins doivent absolument être adaptés à la volonté du malade. Dans une démarche d'aller vers, l'idée est de mettre en place très concrètement, très pratiquement, un parcours personnalisé et progressif pour chaque patient qui le demande. L'idée est aussi que très rapidement, ces soins d'accompagnement soient accessibles sur tout le territoire français. Cet accompagnement sera l'occasion pour les malades de rédiger leurs directives anticipées si cela n'a pas été fait préalablement. Ainsi définis à l'article 1, les soins d'accompagnement pour être opérationnels seront étayés par une stratégie nationale comprenant la création d'une gouvernance et aussi d'une croissance budgétaire exceptionnelle annoncée à plus de 100 millions d'euros par an sur 10 ans. Tous ces éléments figurent dans les articles additionnels 1 bis et 1 ter. Les formations spécifiques professionnelles sont-elles envisagées à l'article 1 quater? Qu'elles soient initiales ou continues, ces formations sont nécessaires pour établir une véritable culture palliative en amont des prises en charge spécialisées. C'est déjà la fin donc, de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À demain. Merci Ossiana Moussou pour cette livraison, la copie. Le prochain rendez-vous, on ne cessera de le rappeler, c'est à 13h30. Avec Ilias Adeleke. Ilias Adeleke, encore une fois nous envoyons des ondes positives à Stéphanie de Commandora qui nous rejoindra certainement d'ici là. La maladie, quand elle arrive, on souhaite que ça fasse partie des choses qui nous laissent très vite. Exactement. À suite tout l'Est. On retrouve José et on revient en plateau. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton mal, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Son argent, l'employé
incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours ton payeur. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Chauffé. Toujours pour que ta fin la soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand dans ta main. Tu vois que tout laisse, non, tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé belle. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Son argent, l'employé préféré du boss sans aïe, on la bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours ton payeur. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse. Donc la première question, ça va être c'est perçu comme des regarde comment tout laisse là. Est-ce que aujourd'hui, voilà, ça t'a laissé. la sensibilisation, pour en parler, comment aborde-t-on le sujet? À quelle catégorie de femmes s'atteste-t-on? Faut parler ne conseille pas, on te parle, tu n'écoutes pas, écris ça quelque part. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu sais, tu connais pas demain. Il paraît que conseil ne conseille pas, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Ce sont les conséquences qui éduquent mieux que les conseils, surtout quand on est en Côte d'Ivoire, il y a ces manières-là de rendre des sagesses. José nous en résume, elle nous présente un échantillon à travers tout l'Est, une de ses dernières sorties très appréciée, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de partout dans le monde, puisque déjà ça fait plusieurs millions de vues, et c'est tant mieux pour l'artiste. Tant mieux pour TH Matin qui en jouit aussi ce matin. Il est temps pour nous de retrouver notre page invitée. Ce 28 mai 2024, on célébrait la journée mondiale de l'hygiène menstruelle.
Un sujet pas toujours fréquent dans les échanges en public, surtout dans nos sociétés africaines. Pourtant, la nécessité de l'aborder n'est plus forcément à démontrer car au-delà du cycle que règlent les menstrues chez la femme, c'est toute sa vie qu'elle règle. Parler de menstrues, le message passe-t-il aujourd'hui plus qu'hier? Je reçois pour en parler, je dirais une tête voilée, sœur Judith Vidin-Wedé. Sœur Vidin-Wedé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sœur Sark, et quand on dit Sark dans le jardin, c'est sœur de l'amour rédempteur du Christ. Christ. C'est les servantes de l'amour rédempteur du Christ. Nous allons en dire un mot à la fin de cet entretien. Vous êtes aussi agent à ACEP ONG. ACEP, c'est pour dire Action sociale pour l'éducation, pour l'éradication plutôt, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Donc ACEP ONG, bonjour et bienvenue sur TH Matin. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous parlons de l'hygiène menstruelle, donc, puisque la journée a été célébrée hier. Dites-nous déjà, les menstrues, on le sait, chez nous, sont perçues comme une impureté. Est-ce que ça demeure aujourd'hui un obstacle à la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle? Et je voudrais répondre à cette question en commençant par d'abord définir le cycle menstruel. Le cycle menstruel peut se définir comme un ensemble des phénomènes physiologiques et hormonaux rendant possible l'ovulation chez la jeune fille à partir de 9 ans jusqu'à 35 ans ou au-delà, 45 ans, ou chez la jeune fille. Je vais aussi essayer de définir l'hygiène, ce que c'est que l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour sauvegarder la santé. Et nous pouvons dire que ce cycle est une période comprise entre chaque début de règles. Nous allons demander aux jeunes filles, pour connaître son cycle menstruel, il faut commencer par compter à partir du premier jour de la règle pour finir à la veille de l'autre jour. Et nous avons deux cycles. Il y a le cycle régulier et le cycle irrégulier. Le cycle régulier compte souvent 27 jours ou 28 jours. Chez les cycles irréguliers, nous avons certaines femmes qui vont au-delà de 35 jours. En ce qui concerne la toilette intime, nous allons mettre une relation toilette intime et les couches traditionnelles. Par rapport à ces couches traditionnelles, nous avons constaté que nos grands-mères, nos aïeuls utilisaient cette couche, mais elles prenaient le soin de les laver proprement avec du savon et de l'eau. Elles les séchaient au soleil. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ont de moyens utilisaient le fer à repasser. Parce qu'il faut bien repasser les couches avant de les replacer pour ne pas être infectés par des maladies urinaires et gynécologiques. Parce qu'avec la chaleur, ça détruit les microbes, les bactéries qu'il y aurait dans ces couches-là. Bien sûr. Maintenant, il y a quelques inconvénients par rapport à ces couches traditionnelles-là. Quand la jeune fille utilise et elle ne prend pas le soin de changer, de se doucher de temps en temps, elle dégage des odeurs. Nous voudrions demander à nos jeunes filles de changer régulièrement la couche et de se laver pour ne pas dégager des odeurs. Il y a le fait que ces couches tachent la jeune fille. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons constaté que nos jeunes filles n'aiment pas utiliser ces couches traditionnelles et elles préfèrent à l'utilisation de la couche moderne, ce que nous appelons la couche à jeter. Cette couche est pratique pour la jeune fille. Et quand elle est au cours, elle sent que quelque chose est arrivé dans son slip, elle se lève rapidement pour aller placer. Et elle n'est pas tachée dans ce cas. C'est pourquoi nos jeunes filles préfèrent l'utilisation de cette couche aujourd'hui. Mais nous allons demander à nos jeunes filles, quand elles utilisent ces couches à jeter, elles n'ont qu'à essayer de prendre le temps
de les laver avant de jeter dans la poubelle. Car nous constatons dans nos centres, par exemple dans notre centre, les agents de l'assainissement en allant sur les terrains, dans les maisons pour ramasser les poubelles, ils constatent que les jeunes filles jettent les couches avec du sang au lieu de rincer avant de jeter dans la poubelle. C'est pas bon, c'est pas digne pour une femme. C'est l'intimité de la femme. Nous devons prendre soin de ces couches avant de les jeter. Est-ce que c'est parce qu'elles estiment que, comme on le dit, c'est désormais, pour ce qui est sorti, l'évacuation qui a été faite, c'est un déchet qu'elles ont du mal elles-mêmes à prendre ça et à rincer? Elles ont peur de laver, il y en a qui sont paresseuses, elles ne veulent pas toucher à ce qui sort d'elles-mêmes. Et elles se disent, je ne peux pas toucher au sang. On comprend, parce que vous en parlez avec aisance ici sur ce plateau, je le demandais déjà. Est-ce que lorsque vous retrouvez à des séances de sensibilisation, le sujet est facile à aborder en fonction du public que vous avez? Est-ce que parler d'hygiène menstruelle en public aujourd'hui chez nous, le message passe? Vous sentez que les gens sont plus ouverts ou bien quand vous abordez le sujet, on se dit que c'est un truc tabou, il ne faudrait pas qu'on en parle, on n'en parle pas trop, c'est l'intimité de la femme et tout? Oui, quelques femmes, quelques de nos jeunes filles, dans les groupements que nous accompagnons, à l'école, quelque part ici à Porto-Novo, CG, l'unité, nous avons eu à faire des sensibilités dans nos groupements de jeunes filles et des jeunes femmes. On constate qu'il y en a qui n'aiment pas trop écouter et elles se cachent pour dire pourquoi on va parler de ce sujet, c'est pas bon. Nous avons constaté aussi que nos jeunes filles sèchent les coups à cause des menstrues. Parce que selon elles là, on ne doit pas sentir, on ne doit pas constater que je suis en menstrue. Et elle se cache pour dire, je vais rester à la maison, je ne vais pas au cours aujourd'hui. Et ce qui a provoqué plusieurs déscolarisations au niveau de nos jeunes filles. Mais avec la sensibilisation, nous avons constaté qu'aujourd'hui, elles se prennent en charge et elles viennent au cours, elles vont au cours comme cela se doit. Ça dit que quand vous parlez d'hygiène menstruelle, vous vous adressez plus aux jeunes filles qu'à la femme d'un certain âge? Oui, aux jeunes filles des écoles surtout. L'obstacle que vous voyez ou bien la réticence que vous voyez à leur niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de ces jeunes filles, parler aussi aux parents, parce que peut-être elles ont hérité ça de leurs parents qui évitent d'aborder le sujet avec leurs enfants, avec leurs filles à la maison? Effectivement. Pour ce faire, nous allons exhorter les parents, nos chères mères, d'accompagner la jeune fille. Déjà que la jeune fille a déjà 9 ans, c'est l'âge de la puberté qui s'annonce comme ça. Et il serait bon que la mère accompagne sa fille, fait le suivi régulièrement pour voir. Maman aussi peut compter, prendre le carnet, commencer par initier la jeune fille pour qu'elle puisse rentrer dans le bain et avoir un bon pli pour ne pas dégager de la chaleur dans la société. Parce que quand elles sont en salle, elles ne prennent pas la douche, elles ne prennent pas soin, elles ne savent même pas que je suis en menstruée, ça sort et c'est désagréable. L'odeur qu'elle dégage n'est pas agréable à la société. Est-ce qu'il faut voir toujours aujourd'hui les menstrues comme étant des moments d'impureté chez la femme? Pour la société qui a ce regard. Parce que vous savez, il y a de ces préjugés, s'il faut dire préjugés, de ces réalités chez nous, qui font que même mariée, quand la femme est en menstrue, elle s'éloigne de son homme et on dit que bon, c'est un moment d'impureté, il faudrait que la femme s'éloigne. Est-ce qu'il faut toujours voir aujourd'hui les périodes de menstruation comme étant ces moments d'impureté et qui font que la femme entre griffes est ostracisée? À mon avis, ces périodes de menstrues ne sont pas un moment d'impureté. Cela a trait souvent, j'entends souvent que ça a trait au culte. Donc aujourd'hui, nous pouvons dépasser cela et aller au-delà. Nous demander à nos jeunes filles que ce n'est pas un sujet tabou, qu'il ne faut pas aborder, qu'il faut... il faut rester là, à se cacher, dire on ne doit pas en parler, je suis comme ça, je suis impure, je ne dois pas préparer pour mon mari, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas sortir. Nous devons dépasser cela. De la nécessité de parler aussi au mari, parce que ce sont eux souvent qui mettent la femme de côté quand c'est ça. Et il ne faudrait pas leur dire aussi un mot, ces hommes qui cataloguent la femme, qui mettent la femme dans son... Nous allons demander à nos pères, nos chers pères,
d'accepter ces moments de menstrues de leurs femmes. Que c'est naturel. Si tu es femme et tu ne trouves pas de menstrues chaque fin du mois ou bien chaque fin de cycle, c'est que tu es malade. Nous demandons à nos pères d'accepter ces moments qui arrivent dans la vie de la femme et de les accompagner même. Ma soeur, que gagne-t-on à parler de l'hygiène menstruelle, de la menstruation en public aujourd'hui? Parce que je le disais en introduction, à force de ne pas en parler, beaucoup de jeunes filles ne savent peut-être pas comment il faut gérer ce moment. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui à aborder le sujet, à sensibiliser le public à propos? Ce que nous gagnons aujourd'hui à sensibiliser le public est que nous essayons de développer notre pays. Nous participons au développement de notre pays. En parlant, on essaie de ramener beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes à être propres dans la société, à ne pas salir l'environnement. L'environnement doit être sain. La chambre que nous pratiquons, nous utilisons avec nos enfants, nos pères, doit être propre à tout moment. Et justement, déjà, est-ce qu'il y a un risque de contraction de maladie quand on ne gère pas bien cette période pour la jeune fille? Il y a un risque de maladie. C'est ça que je citais au début, comme les infections urinaires et gynécologiques. Si tu ne prends pas soin de laver tes couches dès que cela se doit, ranger la chambre, ça crée d'autres maladies, ça développe d'autres maladies dans le corps. Il y a des gens pour qui, vous avez parlé de ces différentes couches qu'on utilise, celles qui sont traditionnelles et celles qui sont importées et qu'on arrive à jeter plus facilement. Il y a des gens qui ont une certaine aversion pour ces couches de grand-mère, pour ce qu'elles sont utilisées. Est-ce qu'il y a une préférence ou est-ce qu'il y a une recommandation particulière pour qu'on s'expose moins à des maladies? Oui, monsieur le journaliste. Et je donne l'exemple des volontaires françaises qui étaient venues à l'ONG ACEP pour nous donner de formations sur la fabrication de serviettes hygiéniques. Je pense que cette couche aussi est pratique. Et en utilisant ça, il n'y a pas d'inconvénient à être taché derrière ou bien à attraper des maladies et qu'on sort. Et à partir de cette formation, l'ONG a commencé par organiser des sensibilisations. Et nous allons dans les écoles pour former les jeunes filles, les initier à savoir fabriquer ces couches, ces serviettes hygiéniques là, pour pouvoir les utiliser. Parce que l'accès à ces serviettes hygiéniques peut poser problème. Il peut y avoir des filles qui veulent bien en acheter, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Vous en avez fabriqué avec cette formation? On en a fabriqué. Est-ce qu'il vous arrive de descendre dans les établissements pour en distribuer aux jeunes filles? Oui, nous distribuons quelquefois aux jeunes filles et aux groupements de femmes et de jeunes filles. Est-ce qu'il y a une cellule d'écoute chez vous pour ces jeunes filles qui n'auraient pas d'oreille attentive lorsqu'elles seraient en menstrues, qui n'ont pas l'opportunité d'en parler avec leurs parents, qui ont peut-être honte aussi d'en parler avec leurs camarades qui ne sont pas aussi expérimentés qu'elles en matière de menstruation? Est-ce qu'il y a une cellule d'écoute, par exemple, au niveau de ACEP Bénin, ONG, pour qu'elles viennent vers vous, pour que vous en discutiez à bâton rompu, qu'elles se sentent dans un cercle qui les rassure, qui les sécurise? Et moi, j'en ai eu à faire accompagner quelques jeunes filles dans cette ONG. Il y en a qui viennent, elles sont en formation couture. Donc, j'essaie de les accompagner quand elles viennent me voir pour me parler des menstrues, que j'ai des douleurs, j'ai la dysménorrhée, quand je veux avoir mes menstrues. Donc, j'essaie de les accompagner, de leur dire la position, les aptitudes qu'il faut avoir, ce qu'il faut manger pour éviter ces douleurs au moment de... Merci à vous, sœur Judith Vidin-Wedé. Je disais, vous êtes sœur Sark, je parlais de sœur de l'amour, mais plutôt servante de l'amour rédempteur du Christ. Rapidement, pour en finir, les Sark, de quoi s'occupent-elles? Parce qu'on sait que chez les religieux catholiques, il y a au CPSP, il y a Sark, je pense, il y a Saint-Vincent de Paul, il y a plusieurs congrégations. Dites-nous, chez vous, les Sark, ça s'occupe de quoi, précisément? Les Sark, nous menons plusieurs activités dans le monde. Nous sommes du diocèse de Porto Novo. Notre fondateur, c'est Monseigneur Vincent Minsan, de vénérée mémoire. C'est lui qui nous a fondés. Et comme activité, nous avons des hôpitaux, des dispensaires,
Il y a des agents des centres sociaux parmi nous. Il y a aussi les professeurs, des maîtresses. Nous faisons tout. Nous faisons tout dans notre institut. Nous accompagnons les jeunes filles. Nous avons des internats où nous organisons ce sujet dont nous parlons même, hygiène menstruelle dans nos internats. Nous faisons de temps en temps et nous faisons de suivi pour voir est-ce qu'elles n'ont pas caché quelque chose quelque part dans nos maisons, internats, dans les internats ou dans les orphelinats. Merci à vous, sœur Judith Vidin-Wede. Vous êtes sœur SARC, donc vous êtes aussi agent à l'ONG ACEP Bénin, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Nous avons parlé avec vous de l'hygiène menstruelle. Vous aurez un mot à placer rapidement pour finir ou... Pour finir, je voudrais une fois encore demander à nos chères mères de veiller à l'éducation de nos jeunes filles. Que nos mères prennent leurs responsabilités et donnent une bonne éducation aux enfants. Leur demander, quand tu vas tomber, et quand les menstrues vont apparaître, fais-moi ci, je vais t'apprendre comment ça se fait. Pour que on puisse éradiquer cette pauvreté, si je peux parler ainsi, de notre monde. Donc, j'exhorte aussi nos pères à accompagner les mères dans les foyers. Qu'il ne soit pas seulement que c'est la mère qui doit dire et le courant va passer entre la fille et la mère seule. Que les parents, les pères aussi mettent la main dans l'éducation de ces jeunes filles pour que nous ayons un bon résultat. Merci à vous, encore une fois, sœur Judith Vidin-Wede. Ce n'est pas évident de vous sortir de vos occupations pour des plateaux télé. Nous allons vous rappeler, pourquoi pas, quand il y aura encore cette opportunité, le besoin se fera sentir. Merci de votre disponibilité. Merci de toujours servi l'amour rédempteur du Christ à travers les hommes, quels qu'ils soient, mesdames, messieurs. C'était notre page invitée, la suite de TH Matin, vous le savez, aux portes de la toile pour l'Ouaou. Nous attend avec des sujets. Quel sujet nous propose-t-il aujourd'hui? C'est à découvrir. Mais avant, José revient faire la transition avec Toulès. Tout a un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'il te ferme la porte, c'est vilain. Tu faisais ton mal, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras quand t'as dans ta main. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Son argent, l'employé préféré du boss, sans aïe, on la bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Moi qui comptais les milliards, tu étais toujours ton payeur. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse, voilà, ça t'a laissé. Ne conseille pas, on te parle, tu n'écoutes pas. Écris ça quelque part. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu
tu connais pas demain, tu peux te trouver dans le besoin. Faut rester humble. Laisse dans la vie tout laisse. Chauffer. Gouverneur Benzema, président MBC, tu vois comment tout laisse, non? Voilà, ça va laisser. Tout laisse dans la vie tout laisse. José, sur du tout laisse, ça déteint un peu l'atmosphère après le passage d'une religieuse. Je n'ai pas compris depuis ce matin, toute l'équipe est sérieuse, je n'ai pas compris. Quelqu'un me soufflait que quand une sœur religieuse est sur un plateau, Jésus-Christ est plus attentif, donc on fait moins de bêtises. C'est votre avis, Polo Aounou? Bon. Vous avez toujours été sage, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Comme d'habitude. Je n'ose pas dire le contraire. Même s'il y a... Puisque c'est la réalité. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas la réalité. Bien, vous voulez qu'on aille au-delà. On va sur la toile. Même s'il y a certaines personnes qui essaient de troubler notre ambiance religieuse. Les comme les Ulrich Alihonou, qui commencent par chuchoter des choses dans les oreilles de Polo avant qu'on commence cette revue. Je me demande même il vous disait quoi? Vous voulez que j'en parle vraiment? Qu'on aille sur la toile. C'est de votre responsabilité. Vous serez responsable de ce que vous direz. On en reparlera. Sur la toile, nous, on dit tout. Oui, on avait annoncé le retour de ces Béninois qui tentaient une aventure par la Méditerranée. Certains parmi eux ont péri au large des côtes tunisiennes. Pour ceux qui ont encore l'opportunité de vivre, le gouvernement béninois a décidé d'aller à leur secours. Et certains sont entrés au Bécaï. Exactement. Comme vous venez de le dire, dans la nuit du 16 au 17 mai passé, beaucoup de nos compatriotes ont passé de Via Trépa dans une embarcation au large des côtes tunisiennes. Et le gouvernement, à l'époque, avait, à travers le ministre des Affaires étrangères, avait présenté ses condoléances à aux familles des victimes, j'allais dire, et a annoncé effectivement le retour de certains qui veulent revenir au pays. Chose faite hier. C'est vrai que la première publication que nous allons partager avec nos amis téléspectateurs, ça annonce leur retour effectivement. Tôt ce matin, nous avons lu qu'ils étaient là hier dans la soirée. Et beaucoup d'internautes sont contents de ce geste du gouvernement. Et c'est pourquoi on souhaite partager cette information avec ceux qui nous suivent pour également profiter à dire à nos frères, de sensibiliser, de dire c'est risqué de prendre part cette voie pour aller de l'autre côté. Ce que certes on n'impose pas à quelqu'un de rester chez lui. C'est vrai qu'il y a des opportunités ailleurs, mais pour le faire, il faut le faire par des voies façon régulière. Parce que ceux-là qui aujourd'hui ne vivent plus, ils fuyaient quelque chose pour aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui... Même ceux qui vivent, si en temps ils réussissaient la traversée, vous êtes toujours en difficulté. C'est clair. Au pire des cas, ou bien au meilleur des cas, on va vous ramener dans votre pays. Vous aurez dépensé toute une fortune pour la traverser et vous reviendrez au point de départ. Des gens vendent tout et se retrouvent de retour dans leur pays, n'ont même plus de quoi survivre. Donc il faut utiliser les moyens légaux quand vous voulez aller dans un pays. Et si vous n'avez pas les moyens, essayez de créer votre paradis, votre Eldorado chez vous avec les moyens que vous aurez. Je partage entièrement votre point de vue. C'est sur la page de BIP Radio Cotonou que nous lisons ceci. En provenance de Tunisie, des migrants béninois retournent volontairement au Bécaï ce mardi. Selon des informations exclusives de BIP Radio, plus d'une centaine de migrants béninois candidats volontaires au retour devraient rentrer au Bécaï ce mardi 28 mai 2024. Ils vont rentrer à Cotonou par l'aéroport international Bernardin Ganti. Dans un communiqué du 18 mai dernier, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé cette opération d'évacuation de ces ressortissants, une opération en cours depuis début mai selon nos sources. 165 migrants béninois sont concernés selon le gouvernement. Leur rapatriement était initialement programmé pour le 19 mai 2024, mais il a été reporté et devait se faire le 28 mai, c'est-à-dire hier, mardi. Le ministère béninois des Affaires étrangères s'occupe de cette opération avec l'appui de quelques partenaires.
Et enfin, hein, dans la soirée d'hier, BIP Radio annonce effectivement le retour volontaire, mais cette fois-ci, de 173 migrants béninois qui ont atterri à l'aéroport de Cotonou. Des enfants, des femmes, des hommes ont rejoint leur pays d'origine. À l'embarquement, il paraît que 7 migrants manquaient à l'appel, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères. En commentaire, nous avons René Pascal Sauvi qui met merci au gouvernement et Gabriel Kouade qui écrit félicitations au gouvernement du Bénin pour avoir trouvé cette solution. Koudous Aminou, quant à lui, écrit en commentaire « Ces personnes dépensent des millions de francs CFA pour pouvoir se retrouver de l'autre côté de la Méditerranée tout en risquant leur vie. C'est affreux, vivement que le travail soit valorisé en Afrique, en particulier au Bénin, pour renverser la tendance. » Raymond Pardonnou Adomanvor, quant à lui, qui met « Ils vont manger quoi une fois ici? Maïs est à 400 francs CFA. » Et puis le vertueux qui met actuellement à Calabi, le maïs est à 300 francs. Les Garcia, quant à lui, met en commentaire, vous verrez qu'ils seront tous de Djougou. Cher gouvernement, pensez à cette commune au moins. Golden écrit en commentaire, félicitations au gouvernement. Franchement, j'apprécie cette démarche. Il faut multiplier ça dans d'autres pays comme le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Liban. Enfin, Traoré qui met en commentaire, pour finir avec ce sujet, je suppose que notre gouvernement ne va pas oublier, nous les Béninois qui sont en Algérie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Béninois en Algérie qui souhaitent désormais rentrer au pays. Parce que c'est vrai que loin, on pense que c'est le paradis, mais quand on y va, on goûte aux réalités, on se rend compte qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Il y a beaucoup qui souhaitent revenir et peut-être manque de moyens. Pourquoi pas au gouvernement béninois à travers les consulats que nous avons, de chercher à faire l'état des lieux pour aider les frères qui veulent revenir au pays. C'est facile de rester à la tribune de télévision et que de demander aux gens de ne pas tenter de traverser. Ça se comprend, chacun a ses braises, comme le dirait le président de la République. Mais sachez qu'il vaut mieux prendre toutes les mesures pour sécuriser les voyages qu'on a à faire que de tenter par la Méditerranée. Ça finit souvent mal, comme on en apprend. On souhaite que ça ne continue plus. Pour nous, au Cameroun, Samuel Eto'o continue de sécuriser son écurie. Seul le capitaine à bord de l'Africa Foot, c'est lui. Même si on est entraîneur belge, il faudrait qu'on soit là. Samuel, qu'on connaît, avec sa personnalité, quelqu'un qui ne se laisse pas aller. Je pense que cette crise, et qui date depuis 2022, entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports camerounais Narcisse Mouélé, et cette crise, ça devient plus sérieuse. Et je pense que les autorités camerounaises doivent mettre fin à ce bras de fer qu'il y a entre ces deux personnalités. Qui n'arrange pas le football camerounais. Le patron du football camerounais, c'est Samuel Eto'o fils. Les tests de la FIFA sont clairs là-dessus. Et quand l'Africa Foot menace de saisir la FIFA par rapport à ce dossier, je pense que si jamais Samuel Eto'o et son comité exécutif en arrivent à poser cet acte, le Cameroun risque d'être sanctionné. Je me rappelle, il y a eu un truc pareil ici au Bénin à l'époque, et le Bénin, la FIFA avait suspendu les subventions au niveau de qu'ils octroyaient à la Fédération béninoise de football à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, il a fallu des négociations pour que les deux camps puissent se comprendre. Je pense que ce que Samuel Eto'o dit, on ne peut pas désigner un sélectionneur sans son avis. Et c'est clair, la seule personne qui répond du résultat de ces sélectionneurs devant le monde footballistique camerounais, c'est Samuel Eto'o. Le gouvernement aussi aura certainement cet argument pour dire que bon, c'est l'Africa Foot, mais c'est le Cameroun. Quand l'équipe de football ne joue pas bien, c'est le Cameroun. Oui, dès lors que le Cameroun accepte d'être affilié à la FIFA, le Cameroun doit accepter également les règles de la FIFA. Et les règles de la FIFA là-dessus sont claires. Et hier, la scène à laquelle on a assisté, c'est vraiment vilain, très vilain qu'il y ait des échanges houleux entre Samuel Eto'o et un certain conseiller du ministre des Sports qui était vraiment dans une posture que moi je trouvais pas du tout
bonne. C'est un fan de Samuel Eto'o qui parle, c'est un ancien Barcelonais, Samuel Eto'o. Certes, fan de Samuel Eto'o. J'ai également déploré hier le ton, l'arrogance avec laquelle Samuel Eto'o aussi a réagi. Parfois, il en joue un peu trop, non? Oui, ça, il faut... Grand joueur, il faut tout ça... On va suivre quelle page? On va sur la page de l'équipe d'abord pour, en attendant de revenir sur la vidéo, sur cette scène que nous avons eue hier. L'équipe qui met la guerre entre Samuel Eto'o, le président de la fédération, et Narcisse Mouélé Kombi, le ministre des Sports, a atteint son paroxysme. Ce mardi matin, Eto'o a convoqué Marc Brice, le sélectionneur et le staff mis en place par les soins de l'ancien du Barça pour une réunion de travail. Mais le Belge est venu avec Cyril Tolo, l'envoyé spécial du ministre, et ses autres adjoints qui ont failli ne pas passer la porte d'entrée. Une scène surréaliste s'est alors déroulée entre un Eto'o en furie et Marc Brice. Nous allons suivre cette scène et chacun pourra faire son... Se faire une idée à propos, se faire son opinion. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la même chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Ça fait 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Triste image projetée à travers le monde hier depuis le Cameroun. Bon, sur la presse, c'est aussi ça. On est obligé parfois d'en parler. Pour là. Ou nos commentaires? Commentaire, il y a Tingbe Fatou qui dit certains cadres dans les ministères sont des vendus. C'est pourquoi Samuel a eu des problèmes car il a été d'abord ridiculisé par le cadre du ministère avant l'entraîneur. Il lui fallait donc prouver son autorité. Michael, le charmant noir, qui met ce coach sans palmarès qui est une brocante. Premier choix. Occasion Belgique se permet de parler au président d'une fédération. À quoi s'attendre lors de nos rassemblements si ce n'est que du bordel? Eto'o, je suis fidèle à ton église à l'heure de la quête. Vous me dites, je retire mon salaire, je donne tout. Tu es un vrai et meilleur lion, indomptable. Et puis, un internaute qui met un commentaire, entre-temps. Il met Rigobert Song en train de siroter une boisson sélectionneur camerounais. Mais Guizo Mohamedou qui met Eto'o va un peu loin. L'orgueil ne mène nulle part, même si la raison, il y a des manières. Walker Henry, quant à lui qui met Marc Brice aurait mieux fait de garder le silence. Sa sortie est méprisante et condescendante vis-à-vis de Samuel Eto'o. Son CV sportif est aussi mince que l'intelligence du ministre des Sports du Cameroun qui agit en toute illégalité des règles FIFA. Soutien
à Samuel Eto'o et puis Marcus Messan qui écrit en commentaire, dans tout ça, ce qui m'écoeure est l'état du bâtiment abritant la FECAFOOT. Je félicite vraiment Eto'o d'accepter travailler dans une telle infrastructure et décider de régulariser les conditions des acteurs de football au Cameroun sans se soucier de son confort personnel. Enfin, en soirée, dans la nuit d'hier, la décision est sortie. Samuel Eto'o et son comité ont mis fin, ont limogé, j'allais dire, l'entraîneur Marc Brice. Deux autres entraîneurs intérimaires ont été nommés. C'est foot que nous l'avons pris. Urgent, Samuel Eto'o remplace Marc Brice par un staff intérimaire. Comme pressenti et annoncé la semaine dernière par CFOOT, le comité d'urgence de la FECAFOOT a décidé de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun. Marc Brice et son assistant version FECAFOOT sont donc remplacés par Martin Tungu Mpile et David Pagou, respectivement sélectionneurs et sélectionneurs adjoints, tous par intérim. Sur la toile aujourd'hui, il n'y a pas eu d'intérim, c'est le titulaire qui est là. Il n'a pas été, s'il faut dire, nommé par un ministère ou quoi. C'est un choix de cœur parce qu'il est à la tâche, il s'est fait la chose que ça s'est imposé par ici. Merci pour tout ce que vous faites du fond de votre cœur chaque jour ici sur la toile. Le TH Matin, mesdames, messieurs, c'est tout, nous laissons tout ici et il va falloir peut-être dire à Samuel Eto'o aussi, comme vous le dites, que il faut savoir le faire parce que on a beau avoir un palmarès élogieux comme le sien, il faut être aussi parfois humble parce que tout laisse. C'est le message que je vous ai passé aujourd'hui. Nous laissons TH Matin ici pour reprendre l'émission demain, même heure, même canal. Bonne journée à vous en compagnie des programmes de télévision hémicycle, mesdames, messieurs.